Je vais vous présenter le fruit de notre réflexion du groupe de travail IMPRES qui a élaboré le cadre conceptuel et fait des propositions méthodologiques pour analyser des études de cas et évaluer la contribution de la recherche à l'impact. Alors c'est un travail qui est en cours dans la mesure où on souhaite l'améliorer lors de l'école chercheur avec l'ensemble des participants, à partir en particulier du retour que l'on aura pour chacune des études de cas avec les porteurs, les coporteurs, les référents qui pourront soulever un certain nombre de questions. Le guide que l'on a envoyé ou que chacun doit avoir actuellement comprend 3 parties. D'abord une première partie de l'état de l'art sur l'évaluation de l'impact de la recherche. Une deuxième partie qui est notre cadre conceptuel. Pierre Benoît disait quelle est notre théorie du changement, quel est notre cadre que l'on utilise pour pouvoir analyser cette contribution de la recherche à l'impact. Et ensuite une troisième partie qui est la proposition méthodologique, comment on va opérer pour évaluer ce cadre, pour évaluer cette contribution de la recherche à l'impact. Alors, je vais commencer par quelques éléments sur le cadre conceptuel, sur notre théorie du changement, pour pouvoir expliquer pourquoi on prend l'angle, la lunette de l'innovation pour travailler l'impact. Je crois que Dominique Barjol a largement expliqué dans sa situation qu'il partait de l'innovation pour essayer de comprendre le chemin qui mène à l'impact. Et donc on va partir d'une histoire, d'une innovation que l'on va illustrer dans le cadre d'une étude de cas, sachant qu'une innovation, en fait, c'est une idée mise en pratique, c'est la définition même que donne l'Union européenne actuellement sur l'innovation, et donc elle comprend à la fois des questions, cette innovation, elle a à la fois une dimension technique avec des nouvelles pratiques, certains parlent de hardware, si on se souvient de la présentation de Keith Lewis en octobre. Elle a aussi une dimension sur une nouvelle façon de voir et penser les choses. Keith Lewis parle de software. On peut renvoyer à Dominique Barjol qui dit sur le bio, on pense le bio en fonction d'une vision que l'on a de l'agriculture. Et cette innovation a également une dimension organisationnelle et institutionnelle. Et Keith Lewis nous a parlé d'hardware dans ce cadre-là. Donc du coup, en prenant cette définition, on peut analyser l'innovation avec 2 visions tranchées. On peut voir l'innovation comme étant technologique et plutôt descendante, avec la recherche qui conçoit l'innovation et transfère des connaissances scientifiques qui sont utilisées par des entreprises, des producteurs, des organisations. Et on est alors dans ce cadre-là, dans le cadre du modèle linéaire de transfert de technologie, modèle qui reste encore fortement présent et qui a une certaine pertinence, en particulier quand les innovations sont simples, mais qui pose question dès lors que l'on aborde des innovations, des processus d'innovation complexes. Une autre façon de voir, c'est l'innovation, et c'est comme ça que l'on prend en compte l'innovation. L'innovation, elle est multiforme, distribuée entre acteurs et peu planifiable. Cette innovation, en fait, elle est créée dans le cadre de réseaux formels et informels d'acteurs qui construisent des connaissances, qui mobilisent des ressources au sein de ce qu'on peut appeler milieu innovateur. Donc l'innovation alors elle est décrite parfois comme un processus tourbillonnaire, donc difficilement contrôlable, planifiable, qui connaît des phases de développement, d'émergence, de maturation, de développement, mais aussi des phases de sélection. Toutes les innovations ne débouchent pas et certaines sont éliminées en cours de route. Donc, ces innovations, on les conçoit, on les comprend dans un cadre renouvelé qui est celui du système d'innovation, c'est-à-dire un collectif d'acteurs, d'organisations publiques et privées qui forment des réseaux et qui vont interagir pour produire des connaissances utiles pour l'action, pour l'innovation. Ces réseaux vont permettre de mobiliser des compétences distribuées entre acteurs et vont permettre de mobiliser des ressources. Dans ce cadre-là, on met l'accent sur des fonctions importantes qui sont des fonctions d'intermédiation. On parle de brokers de l'innovation. Dominique Barjol nous a parlé de l'importance de ces acteurs qui permettent de faire l'intermédiation
l'interface entre différents acteurs, recherche et autres acteurs, pour créer ces connaissances et favoriser les processus d'innovation. Et c'est ainsi qu'on parle beaucoup actuellement des plateformes, par exemple des plateformes de l'innovation, des partenariats pour l'innovation, qui sont des configurations spécifiques pour faciliter ces interactions. Dans ce cadre-là, on considère que la recherche contribue à ce processus d'innovation. La recherche, effectivement, élabore des connaissances scientifiques, elle élabore des méthodes, des procédés, des prototypes qu'on peut considérer comme des innovations, comme des inventions, c'est-à-dire des artefacts qui ne sont pas encore mis à l'épreuve des faits, de la réalité, et que la recherche, finalement, dans ce processus d'innovation, est un acteur parmi d'autres. Elle contribue à l'innovation en interagissant avec les autres acteurs, et elle peut jouer aussi d'autres rôles que celui de production de connaissances et de méthodes, mais elle peut aussi jouer un rôle d'accompagnement des acteurs, elle peut jouer un rôle aussi d'intermédiation entre différents acteurs, elle peut aussi fournir des prestations, des expertises, et toutes ces fonctions permettent de contribuer à l'innovation. Donc du coup, la recherche peut, dans certains cas, dans certains processus d'innovation, jouer un rôle moteur, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, dans beaucoup de processus d'innovation, la recherche accompagne de loin, contribue à travers des connaissances, mais ne joue pas de rôle moteur, n'est pas porteur d'un projet de changement. Ce que l'on avait montré lors des phases précédentes des travaux que l'on avait menés, c'était dans le cadre du chantier Impact du CIRAD, c'est que une des contributions fortes de la recherche était une contribution au renforcement des capacités d'innovation des acteurs, renforcer le capital humain, donc les capacités des individus, renforcer le capital social, donc les capacités des individus mais des organisations de se lier entre eux pour mobiliser des compétences et des ressources, et que la recherche contribue, participe ou met en place des dispositifs d'intermédiation entre acteurs pour faciliter les processus d'innovation, et on peut parler en ce sens-là de dispositifs socio-techniques. Donc, dans ce cadre-là, nous considérons que la recherche contribue à l'impact, et donc il y a un chemin de l'impact, et je vais peut-être un peu insister pour illustrer, pour montrer les choix que l'on a fait en termes de définition. La recherche utilise des inputs, des connaissances, des informations, des connaissances acquises lors de phases antérieures, qu'elle va transformer en output, en produits, qui peuvent être de nouvelles connaissances, qui peuvent être des nouvelles technologies, qui peuvent être des nouvelles méthodes. Et que ces outputs, ces produits, peuvent être produits par la recherche, mais elles sont aussi produits le plus souvent en interaction avec d'autres acteurs qui contribuent à élaborer ces outputs. Ces outputs, ces produits sont ensuite transformés par ces acteurs qui les récupèrent, qui les transforment, qui les modifient et qui les transforment en outcomes ou résultats intermédiaires, que ce soit de nouveaux dispositifs, que ce soit de nouvelles connaissances, que ce soit de nouvelles pratiques, de nouvelles organisations qui sont le fruit du travail de ces acteurs utilisant les outputs de la recherche. Ces outcomes, ces résultats vont avoir un impact au niveau de premiers bénéficiaires qui sont les acteurs qui interagissent avec la recherche et ces autres acteurs. Et on va parler à ce moment-là d'impact de premier niveau, c'est ce qu'a évoqué Pierre Benoît tout à l'heure. Ce sont les impacts que l'on peut évaluer de manière beaucoup plus directe quand on est sur un terrain, par exemple en Camargue, avec les organisations de producteurs, avec les producteurs qui sont en bio, avec les syndicats des producteurs. On évalue un impact à ce niveau-là, au niveau de ces premiers bénéficiaires. Mais les impacts vont aussi, ces impacts de premier niveau vont aussi se transformer et vont permettre de générer des impacts qui sont de plus large spectre. Pierre Benoît a parlé d'impacts sociaux et qui vont influer sur d'autres dimensions, sur d'autres espaces, sur d'autres acteurs à des échelles plus larges, là où la recherche n'a pas forcément d'interaction, de relation directe avec ces autres acteurs. Mais ce processus est en fait beaucoup plus complexe dans la mesure où, en passant d'output à outcome, d'outcome en impact, on produit des résultats, on produit des connaissances qui vont rétroalimenter le processus de recherche. Et dans une certaine mesure, quand on est sur des pas de temps longs,
les impacts et les résultats que l'on a obtenus dans des phases ultérieures de recherche vont nourrir de nouveaux programmes de recherche. Et donc on n'est pas forcément sur un processus linéaire, mais sur un processus qui boucle et qui est beaucoup plus complexe que ce qu'a pu le montrer le premier schéma. Et bien sûr, ce processus est influé par un certain nombre de variables du contexte institutionnel, des cadres politiques, des cadres institutionnels, des normes. Alors, juste un schéma qui peut illustrer un peu plus concrètement dans le cas du Conseil à l'exploitation familiale en Afrique, qui est un cas qui a été traité lors de la précédente phase du groupe de travail sur l'impact. La recherche a utilisé des connaissances issues de sa connaissance des pratiques agricoles, des exploitations agricoles, de la diversité de ces exploitations, pour proposer des nouvelles façons de faire du conseil, de nouvelles méthodes de conseil, et donc à élaborer avec les sociétés cotonnières et les organisations de producteurs, dans un cadre de projet de recherche-action, une nouvelle méthode de conseil à l'exploitation. Et un des produits de cette recherche a été un diagnostic sur les dispositifs de conseil, mais aussi un guide méthodologique pour pouvoir renouveler le conseil agricole. Ces acteurs, la société cotonnière, les organisations de producteurs, se sont emparés en interaction avec la recherche, dans le cadre d'un dialogue avec la recherche de ces résultats, pour pouvoir les mettre en œuvre. Et pour ça, on a vu l'émergence de nouveaux bureaux d'études, de nouveaux prestataires de conseil qui ont fourni ce conseil, cette nouvelle façon de faire du conseil à des producteurs. Mais cette évolution a aussi participé à des apprentissages des organisations professionnelles et des conseillers qui ont acquis des nouvelles manières de penser, de faire du conseil. Du coup, l'ensemble de ces actions de conseil aux exploitations ont eu un impact de premier niveau, au niveau de l'amélioration des performances des exploitations, mais aussi des organisations de producteurs qui étaient partie prenante de l'expérience. Et au bout d'un certain temps, l'ensemble de ces actions de recherche et développement ont eu des impacts à un deuxième niveau, d'une part au niveau de la filière, en renforçant la capacité de la filière à travailler avec les producteurs, et dans le cadre d'un dialogue renouvelé entre des producteurs et la société cotonnière, et a permis également au niveau national l'émergence de nouvelles politiques de conseil, dans lesquelles le conseil à l'exploitation familiale est une des façons de faire du conseil reconnue par le ministère de l'Agriculture. Alors, dans ce cadre-là, peut-être je voudrais insister sur un premier point, c'est cette question du changement d'échelle, du passage de l'impact de premier niveau à l'impact du deuxième niveau. On a essayé de réfléchir à cette question et on a élaboré ce petit schéma qui montre que le passage de l'impact de premier niveau à l'impact de deuxième niveau nécessite du temps. Et donc, ces changements d'échelle, ce changement d'impact s'inscrit dans la durée, que la contribution de la recherche, au fur et à mesure que l'on change de niveau, la contribution de la recherche diminue, alors que d'autres facteurs vont expliquer ces impacts, vont expliquer une large part de ces impacts de deuxième niveau. Quand on passe à ces impacts de deuxième niveau, on peut avoir des impacts positifs, mais aussi des impacts négatifs. On a beaucoup discuté de ces éléments, mais aussi des impacts attendus et non attendus. Dans ce cadre-là, on peut voir émerger des conséquences, des effets, des changements qui n'ont peut-être pas été prévus par les promoteurs au départ, quand ils travaillaient au niveau local avec quelques acteurs dans le cadre de recherche-développement. Du coup, pour aborder ces questions d'impact, de passage d'impact de premier niveau à impact de deuxième niveau, on utilise des concepts comme le concept de scaling out, changement d'échelle, comment on accroît, comment l'innovation touche un plus grand nombre de producteurs ou touche un plus grand nombre d'entreprises, et comment ce changement d'échelle va aussi interroger les réorganisations institutionnelles, l'enrôlement de nouveaux acteurs dans ces processus d'innovation, l'émergence de nouvelles organisations, façons de faire, négociations entre acteurs pour pouvoir faciliter l'extension de ces processus d'innovation. Si on revient maintenant c'était le cadre d'analyse, maintenant si on revient sur nos études de cas,
Daniel a explicité comment on était passé d'un certain nombre d'études de cas, je crois 77, à une sélection de 13 études de cas qui sont ici. On va appliquer cette grille-là, ce modèle, cette théorie du changement pour analyser l'ensemble de ces cas. Alors ces cas représentent une certaine diversité de situations, d'innovation, mais également, et ce sera peut-être important lors de notre école chercheur, représentent une diversité de situations en termes d'évolution des études de cas. Certaines études de cas vont permettre des analyses ex post, c'est-à-dire que l'on a une durée de temps suffisante pour pouvoir réellement mesurer des impacts sur le long terme. D'autres études de cas ont un pas de temps plus court, ont une durée de vie plus courte, ont été initiées plus récemment, et on est dans une situation que l'on a caractérisée comme itinérée, et on aura beaucoup plus de difficultés à évaluer des impacts, de mesurer des impacts réels, on sera plus sur des impacts escomptés. Pour pouvoir mener les études de cas, nous proposons une méthodologie en différentes étapes. Une première phase de préparation de l'étude de cas pour pouvoir délimiter le périmètre de l'étude de cas, faire des hypothèses sur notre chemin de l'impact. Une deuxième phase qui sera une phase de confrontation avec les acteurs pour valider les hypothèses, pour les mettre en débat avec les acteurs et sortir un nouveau jeu d'hypothèses que l'on testera sur le terrain. Ensuite, on aura une phase de collecte de données, notamment pour quantifier, caractériser le chemin de l'impact, et une phase de mesure pour caractériser les impacts de premier niveau, avec des méthodes d'évaluation participative, mais aussi caractériser et quantifier les impacts de deuxième niveau avec une plus grande diversité de méthodes. Et en ce sens-là, peut-être qu'il y a une différence avec ACIRPA, où on met un accent, où en tout cas on souhaite pouvoir mesurer ces impacts de premier niveau avec les acteurs. Et ensuite, une phase de validation avec les acteurs, tant sur le chemin de l'impact que l'on aura identifié, que sur les mesures d'impact de premier niveau et deuxième niveau. Pour reprendre phase par phase et expliciter de manière plus détaillée les différentes phases de notre méthodologie, je vais présenter un certain nombre de diapositives. La première, c'est que dans la phase préparatoire, ce qui est important, c'est de pouvoir raconter un récit de l'innovation en partant des impacts. C'est ce qu'a dit Pierre Benoît. On identifie les changements escomptés, les changements observés et les changements escomptés, et on remonte aux activités et aux projets de recherche pour pouvoir construire un récit de l'innovation. Et donc, c'est ce que l'on a demandé d'ailleurs à chacun des porteurs, de venir avec un certain nombre d'impacts qu'ils considèrent comme étant importants et que l'on pourra observer ou que l'on a déjà observé dans les études de cas. On a caractérisé ces impacts en termes d'impact économique, impact nutritionnel ou sur la santé humaine, impacts sociaux, impact sur les territoires, impacts environnementaux, impact sanitaire, notamment sur la santé des animaux, et impact sur les politiques publiques. Là aussi, on pourra discuter de cette classification et peut-être l'améliorer ou la simplifier lors de l'école chercheur. À droite, j'ai mis un certain nombre d'exemples de ce que peuvent être des impacts dans les différentes catégories d'impact. À partir de là, en partant des impacts que l'on a observés ou que l'on escompte observer, il est important d'identifier les acteurs majeurs qui font partie, qui vont expliquer le récit de l'innovation. Et alors, dans le guide, vous verrez que l'on fait une distinction entre les acteurs majeurs, ceux qui sont au cœur de l'histoire de l'innovation, qui sont partie prenante dans la production de connaissances, de dispositifs, dans les activités de recherche, ceux qui influent sur le processus d'innovation, et en particulier, est-ce que les politiques font-ils partie des acteurs majeurs ou font-ils partie de ceux qui influent sur le processus? Il faut le déterminer pour chaque étude de cas, et on a vu que certaines études de cas, on peut avoir des résultats différents. Et ensuite, déterminer les acteurs qui sont impactés par le processus d'innovation, qui peuvent être les premiers bénéficiaires des innovations qui sont mis, des processus d'innovation que l'on observe. À partir de là, une fois que l'on a caractérisé les impacts, une fois que l'on a
une idée claire des acteurs et des relations que ces acteurs développent entre eux, il est important de délimiter le périmètre de l'étude de cas, et c'est ce qu'a explicité Dominique tout à l'heure. Cette délimitation est à la fois importante et délicate, il n'y a pas de solution définitive, il faut beaucoup réfléchir et prendre des mesures pondérées, puisque le choix que l'on va faire va influer fortement sur la nature des impacts que l'on va observer. Et donc dans ce cadre-là, on voulait bien montrer que ce qu'on veut montrer en particulier, c'est que la délimitation d'un cas dépasse la délimitation d'un projet. Il ne s'agit pas d'analyser l'impact d'un projet de l'Union européenne, mais bien l'impact d'un ensemble d'activités de recherche menées avec des partenaires et des acteurs, donc projet de recherche-développement, voire projet de développement liés à ces activités, pour comprendre les outputs et les outcomes qui en sortent, comprendre le processus d'innovation et qui va permettre de décrire les impacts que ce processus d'innovation a généré. Et donc c'est ce travail de délimitation qui va permettre de définir quelle est la date de début que l'on va choisir pour ce processus de délimitation et la date de fin qui va permettre d'étudier le processus d'innovation. Donc une partie du travail des journées qui viennent va être une délimitation précise de ces cas avec vous pour s'assurer que l'on puisse réellement mener ensuite une étude d'impact qui ait du sens. Ensuite, il s'agit de construire un récit qui mène à l'impact. Alors ce récit, en fait, il a peut-être deux dimensions. On doit le construire en distinguant les événements extérieurs qui influencent l'innovation et les éléments qui sont au centre, qui sont au cœur de l'histoire, qui sont portés par des acteurs de l'innovation et qui affectent l'innovation. Ici sont repérés un certain nombre de faits qui peuvent être illustrés. Et dans ce récit de l'innovation, ce que l'on a bien vu, ce que l'on a illustré tout à l'heure, c'est que les acteurs peuvent avoir des récits différents parce qu'ils peuvent avoir des points de vue différents sur ce qui fait l'innovation, ce qui a été le rôle de chacun. Et donc la construction de ce récit de l'innovation doit permettre de croiser les points de vue pour, in fine, en fin de processus, obtenir un récit commun qui soit consensuel ou qui, du moins, permette le débat entre les acteurs. Et ce récit va être construit par toute une série d'itérations. Vous avez construit la première itération en venant ici à l'école chercheur. La dernière itération de ce récit se fera à la fin des enquêtes qui auront été faites par les stagiaires ou par le porteur et qui permettront de finaliser la collecte des données. Ici, un exemple de récit qui est visualisé par un chronogramme. Et comme disait Pierre Benoît, nous souhaitons avoir des chronogrammes qui puissent permettre des débats entre acteurs, mais aussi qui puissent permettre des comparaisons entre études de cas pour tirer des leçons. Et on voit donc dans ce cas de la mangue en Afrique de l'Ouest, à la fois une série d'événements temporels qui reflètent plutôt des événements extérieurs qui ont influé sur le processus, c'est plutôt ici, qui ont influé sur le processus d'innovation, et des événements qui ont été portés par les acteurs et qui ont construit le récit, qui ont fait le récit de l'innovation. On passera ensuite, après ce travail de délimitation, de construction de cas, qui peut prendre du temps, mais qui est, je rappelle à nouveau, importante et délicate, passer à une phase de confrontation. Et en ce sens-là, on souhaite que le récit, l'identification des impacts, le choix des acteurs qui ont été considérés comme majeurs puissent être débattus avec les acteurs lors d'un premier atelier participatif. Cet atelier doit permettre de valider avec les partenaires la méthodologie d'analyse que l'on veut développer avec eux, raconter et amender une première version du récit de l'innovation, donc une nouvelle itération de ce récit, en précisant notamment les moments critiques qui sont importants pour ces acteurs, quelles ont été les phases de crise, les événements importants qui ont marqué ce récit, d'identifier un certain nombre d'outcomes qui permettent d'expliquer le chemin de l'impact et d'améliorer avec eux la première hypothèse d'impact que vous avez élaborée actuellement. Donc on est sur une phase d'itération. Peut-être qu'en ce sens-là aussi, que ça soit
Par rapport à CIRPA, je ne sais pas si vous avez cette phase de validation avec les acteurs, mais je pense que sur le terrain, nous, on souhaite l'avoir. C'est une phase qui a été aussi, dans le cadre d'Impresa, je m'aperçois, c'est une phase qui a été mise en œuvre, comment on valide avec les acteurs. Ce chemin, ces impacts que l'on souhaite mesurer, ces impacts que l'on escompte, si on est dans une étude de cas itinérée, le chemin de l'impact et les outcomes. Ensuite, il va falloir documenter, après cet atelier participatif, le chemin de l'impact pour pouvoir mieux identifier et caractériser les inputs et les outputs de la recherche. Alors les inputs, voilà, on revient sur ce que j'ai dit, les connaissances amont, les technologies mises au point en amont du processus d'innovation, les ressources humaines et matérielles mobilisées dans le cadre de ce processus d'innovation. Ce seront des critères importants quand on fera une mesure de l'efficience des recherches, où on pourra mettre en rapport les résultats, les impacts obtenus par rapport aux investissements réalisés dans la recherche. Donc ces éléments sont importants. Caractériser les outputs de la recherche, les connaissances, les informations, les formations organisées par la recherche, les nouveaux procédés testés avec les acteurs, les objets techniques, les méthodes, les protocoles, voire des nouvelles organisations co-gérées avec la recherche pour pouvoir piloter ou participer au pilotage de l'innovation. Et donc à chaque fois, l'exercice est de faire le lien entre les inputs, les outputs, mais de faire le lien avec l'histoire de l'innovation et de chaque fois avoir en ligne de mire l'impact que l'on souhaite pouvoir caractériser. Qu'est-ce qui fait sens dans cette liste, dans ce que je vais identifier par rapport à mon récit de l'innovation et par rapport à l'impact que je veux caractériser et quantifier. Donc il ne s'agit pas de tout raconter, mais de faire une sélection raisonnée d'événements, d'output et d'input. Ensuite, il est important de caractériser les outcomes. Alors les outcomes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comment les acteurs s'approprient un certain nombre de résultats de la recherche, les transforment et les réincorporent, se les réapproprient, tant en termes d'organisation qu'en termes de pratique. Et on distingue, on souhaite mettre l'accent sur deux éléments. Des outcomes qui sont relatifs à des dispositifs que l'on a caractérisés comme socio-techniques et des outcomes qui sont relatifs à des renforcements de capacités. Ce sera la diapo suivante. Alors certains outcomes sont relatifs à des dispositifs socio-techniques, c'est-à-dire on peut parler de nouveaux mécanismes mis au sein d'organisations existantes, au sein d'une filière, des comités, des nouveaux services, des nouvelles organisations pour pouvoir favoriser le processus d'innovation. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle organisation mise en place. Dans le cadre de la Camargue, on a vu la mise en place d'une nouvelle organisation pour gérer l'interface entre les producteurs et le marché. On a vu la mise en place d'un nouveau syndicat des agriculteurs, des producteurs de riz bio. Donc on voit bien que un des outcomes de la recherche a été la production, ou en tout cas un des outcomes de ce processus est la production d'une nouvelle organisation. Mais ça peut être aussi des nouveaux réseaux entre acteurs, ou des renforcements de réseaux. C'est ce que Dominique Barjol signalait avec des cartes d'acteurs qui évoluent au cours du temps suite aux actions de la recherche et des acteurs qui interagissent avec la recherche. Et l'ensemble de ces outcomes vont pouvoir permettre de générer des connaissances au niveau des acteurs du développement, des nouvelles pratiques ou des nouvelles façons de faire, des technologies mises au point par les acteurs, des nouveaux procédés mis en œuvre par les acteurs, de nouveaux brevets ou certifications détenus par les acteurs. Ça, ce sont peut-être des faits tangibles que l'on peut repérer et qui sont issus d'un certain nombre de dispositifs sociotechniques qui ont été mis en place avec la contribution plus ou moins forte de la recherche, et c'est ça qu'il faut établir. Le deuxième sur lequel on voudrait mettre l'accent, et peut-être que demain on va en débattre, c'est caractériser les outcomes, les résultats relatifs au renforcement de capacité. Certains nous disent, mais ce n'est pas un outcome, c'est même un impact, c'est l'impact principal de leur recherche, c'est le renforcement des capacités. Nous, on l'a classé comme outcome si on dit qu'un impact, c'est ce qui existe après le retrait de l'action. Un impact, c'est l'amélioration de la santé humaine, c'est l'amélioration, l'accroissement de la biodiversité et finalement le renforcement des capacités des hommes, des organisations, des individus peut être perçu plus comme un moyen pour permettre d'atteindre cet objectif, par exemple d'amélioration de la biodiversité. Du coup, il s'agit pour nous de caractériser
D'une part, les améliorations, on peut espérer, amélioration de capacité de la recherche au Sud et de nos partenaires avec les acteurs du développement. Donc on souhaite mettre un accent particulier sur ce renforcement de capacité des acteurs de la recherche, quelque chose qui est original mais qui est au cœur du mandat du CIRAD, et aussi mettre un accent sur le renforcement des capacités des acteurs du développement en termes de capital humain et de capital social. Capital humain, leurs compétences, leurs compétences, leur nouvel savoir, leur nouvel savoir, leur nouveau savoir-faire, leur nouveau savoir-être, mais aussi le capital social, les nouvelles relations qu'ils entretiennent entre eux, les nouveaux réseaux, les nouvelles façons d'interagir entre eux qui permettent de mobiliser des savoirs, des connaissances, des ressources. Ce travail-là, on va également le mener lors de l'école chercheur. Comment peut-on caractériser ce type d'outcome ? Et du coup, on souhaite, deuxième outil de visualisation, obtenir en fin de compte un chemin de l'impact. Voilà un chemin de l'impact qui est issu d'une étude de cas menée en Afrique de l'Ouest sur le cas de la mangue, lors de la phase précédente du groupe de travail, où on distingue les inputs, les outputs, les outcomes, ici appelés intermédiaires, les impacts de premier niveau et les impacts de deuxième niveau. Et donc, comprendre cette progression de l'input, output, outcome, impact. Et donc, ce chemin de l'impact est difficile à faire, c'est ce que Dominique a indiqué, puisqu'il semblerait qu'ils aient abandonné l'idée pour se raccrocher beaucoup plus à la construction d'un récit cohérent et d'éviter d'avoir ce schéma qui est pour eux trop complexe à identifier. Mais c'est peut-être la seule façon de prouver, de montrer, de démontrer la contribution de la recherche à l'impact, de démontrer à chaque pas où on a joué un rôle, où on a contribué à quelque chose et où cette contribution a permis de faire une différence. Et donc c'est quand même une partie de la démonstration, elle est là, et je crois qu'il faut être rigoureux dans ce cas-là. Ensuite, on doit passer à la phase de mesure des impacts et collecter des données sur les impacts. Alors, nous, on souhaite travailler au niveau des impacts de premier niveau, à la fois parce que c'est là où se jouent nos interactions avec les acteurs, avec nos partenaires du développement, et c'est peut-être là où on peut interagir avec eux, avec des focus groups, des interviews, avoir leur feedback, leur avis, leur représentation sur les phénomènes, et donc mener des enquêtes sur le terrain ou des ateliers avec les acteurs sur le terrain. Donc une des premières tâches, et on travaillera aussi sur cette question, ça va être d'identifier des indicateurs. Et pour identifier des indicateurs qui permettent de nourrir, qui permettent d'illustrer les impacts que l'on a évoqués, eh bien, on va partir des descripteurs. Et donc là, on s'est inspiré d'Assirpa en disant les descripteurs, c'est la façon dont les acteurs ont de s'exprimer, de dire les choses, de se représenter les phénomènes par rapport à l'impact que l'on a identifié. Et donc on part de ces descripteurs et on les agrège pour former des indicateurs. Et c'est l'ensemble d'un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre d'illustrer, qui vont permettre de nourrir, de renseigner un impact. La deuxième tâche que l'on va faire, une fois que l'on a identifié les descripteurs, une fois qu'on a identifié les indicateurs et cherché à comprendre en quoi certains indicateurs illustrent, renseignent des indicateurs, on va mesurer ces indicateurs par des enquêtes ou par des focus groups. Le travail que l'on va faire est de deux natures. D'une part, il s'agit de hiérarchiser les impacts. On a vu qu'il y a toute une série d'impacts et d'indicateurs. Comment les acteurs hiérarchisent ces indicateurs? Pour eux, quels sont les indicateurs les plus pertinents ou les plus importants pour eux? Et là, on voit bien que suivant l'acteur auquel on s'adresse, la perception peut être différente. C'est ce qui reste. Et ensuite, une fois que l'on a hiérarchisé les indicateurs, il s'agit d'évaluer l'importance de cet indicateur en termes de qualitatif. Cet indicateur, le changement que l'on a observé sur cet indicateur est faible ou fort. Un peu comme vous avez indiqué, l'amplitude du changement et ensuite
l'importance du changement. Et donc on joue sur la hiérarchisation, l'amplitude et l'importance du changement. On peut compléter ensuite ces dires d'acteurs, cette façon de hiérarchiser et d'identifier l'importance de chacun des indicateurs par des recueils complémentaires de données, soit par des enquêtes sur échantillons restreints auprès de, par exemple, centres d'exploitation, ou aussi à partir de données secondaires que l'on peut obtenir à partir de rapports, de données statistiques. La quatrième tâche sera d'agréger les différents indicateurs, d'une part par type d'acteur, puisque suivant l'acteur auquel on s'adresse, la perception de l'importance de chaque indicateur est variable, mais aussi par catégorie d'impact. On aura toute une série d'exercices sur ce sujet dans l'école chercheur. Du coup, on pourra produire un diagramme de ce type-là au niveau des impacts de premier niveau, un radar qui permettra de hiérarchiser et de quantifier chacun des impacts. Ensuite, on s'intéresse aux impacts de deuxième niveau. Et là, ce que l'on veut, c'est d'une part caractériser le changement d'échelle. Donc, ce qu'on demande, c'est à la fois d'expliciter pour vous, dans chacune des études de cas, quels ont été les mécanismes en œuvre pour permettre ce changement d'échelle, qui a joué un rôle majeur dans ce changement d'échelle, quels ont été les nouveaux mécanismes, coordination, règles, imaginés par les acteurs pour permettre ce changement d'échelle, et de caractériser les impacts à ce deuxième niveau, sachant que ces impacts peuvent être similaires à ceux du premier niveau. On peut observer des mêmes impacts, par exemple augmentation, accroissement de la biodiversité, mais on peut voir émerger de nouveaux impacts, en particulier les impacts dans certaines études de cas, les impacts sur les politiques publiques ne peuvent s'exprimer qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'on va voir au niveau national une modification de la politique nationale avec une contribution de la recherche, comme l'a été indiqué dans le cas d'ASIRPA, forte ou faible, à ce changement de politique ou à cette nouvelle politique. Et ça, c'est un impact de deuxième niveau. Dans ce cadre-là, pour mesurer ces impacts de deuxième niveau, on peut soit mobiliser des données secondaires, et je pense que c'est la principale source d'information, en mobilisant des données secondaires. On peut prendre le cas, par exemple, du riz d'altitude à Madagascar, où on peut utiliser des données de télédétection pour identifier des nouvelles zones de développement du riz d'altitude et pouvoir évaluer l'impact, la contribution de la recherche à l'impact, en identifiant les nouvelles zones de riz d'altitude grâce aux images télédétectées. Mais on peut aussi avoir une analyse multicritère participative avec des experts, un peu comme l'a mené ASIRPA. Mais dans ce cadre-là, attention, c'est un groupe, un focus group, une analyse multicritère participative par étude de cas. Et donc il faut que l'on soit vigilant sur notre capacité à pouvoir ensuite comparer entre études de cas. On peut obtenir un radar similaire donc pour les impacts de deuxième niveau ou différents qui permet d'illustrer à la fois la nature de ces impacts et l'importance du changement. La phase de validation, qui est une des dernières phases, en tout cas lorsqu'on mène l'étude de cas, c'est une phase où on va discuter avec les acteurs, les mêmes que ceux que l'on a rencontrés lors du premier atelier, pour finaliser, discuter la version finale du récit de l'innovation. On voit qu'on est à une nouvelle itération. L'ensemble de ces travaux nous ont fait évoluer dans la façon de voir ce récit. Valider ou amender les impacts de premier ordre, valider ou amender les mécanismes de changement d'échelle et les impacts de deuxième ordre. Et là, on peut avoir des acteurs qui se lèvent en disant « mais non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit, vous avez oublié ce type d'impact ». Et puis, élaborer des recommandations, d'une part sur la méthode d'évaluation des impacts, mais aussi sur le processus d'innovation, en estimant que les acteurs se réunissent aussi et peut-être surtout pour améliorer leur façon de faire, pour améliorer les résultats de leurs activités. Après les études de cas, eh bien, il va falloir que l'on mène une étude transversale. Et pour cette étude de cas transversale, on se basera d'une part sur une base de données qui permettra d'une part une harmonisation des outils de visualisation. Donc on aura un travail qui sera mené avec l'ensemble des porteurs de cas et les coporteurs pour pouvoir petit à petit harmoniser les outils de visualisation, le chronogramme, le chemin de l'impact, les radars.
mais aussi la construction d'une base de données sur Excel générique pour pouvoir archiver et harmoniser les données collectées dans chaque étude de cas et permettre in fine la comparaison entre les études de cas et conduire une étude transversale. Donc cette base de données, ce n'est pas simplement un fichier Excel, c'est aussi un outil d'échange, de discussion entre nous pour pouvoir harmoniser les résultats qui sont issus du terrain. Et puis, bien sûr, les leçons, l'analyse transversale doit mener à identifier les leçons apprises, à mener à comprendre la diversité des chemins de l'impact, la diversité des contributions de la recherche à l'impact, et à mener un certain nombre d'analyses transversales, comme celle sur l'impact des politiques publiques. Donc le programme de travail pour le futur, très prochainement, c'est d'une part d'améliorer le guide. Alors, je vous ai présenté le guide, mais on souhaite vraiment que dans l'école chercheur, on améliore les outils, où on va devoir gérer à la fois une volonté de standardisation, comme disait Pierre Benoît, pour pouvoir, in fine, être sûr de pouvoir faire des comparaisons et de tirer des leçons. Sinon, on restera dans une collection d'études de cas et on ne dépassera pas la collection. Donc, une standardisation, mais aussi, de l'autre côté, une adaptation d'un certain nombre d'outils ou de certain nombre d'enquêtes, de certain nombre d'approches à la spécificité des cas, mais aussi à certaines questions que se posent les porteurs, les acteurs de chaque cas. Une des étapes, c'est terminé. Une des étapes finales sera la prochaine école chercheur, et donc à partir des études de cas qui seront menées, après une analyse transversale, on se réunira tous pour pouvoir tirer les leçons et pouvoir comparer les études de cas entre nous. Et c'est après ces comparaisons des résultats que l'on aura obtenus que l'on passera à la valorisation scientifique, où il est prévu, je crois, un livre qui devrait sortir en 2007 dans le cadre de la collection CIRAD AFD. Et dans le cadre de cette collection, le livre portera sur nos travaux. Merci. Avant que Daniel ne lance le débat, déjà, nous avons une réduction très nette parce que nous devons absolument suivre l'horaire indiqué, c'est-à-dire terminer absolument à 17h. Donc dans 20 minutes, 22 minutes. Hein, le débat, quand je dis général, ça veut dire qu'il porte sur les points qui ont les trois exposés. Je ne vais pas me lancer dans un... J'espère que vous n'êtes pas trop assommés, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'informations qui ont été données. Donc moi, je vais juste dire en quelques mots ce que j'ai retenu pour essayer un peu de le lancer. C'est très loin d'être exhaustif. Comme moi, je porte aussi les cas, j'ai retenu évidemment ce qui m'intéressait par rapport à mon cas personnel. Donc c'est une vision, quoi. Donc, dans l'exposé de Dominique, moi j'ai surtout retenu, ça a été repris par la suite, l'affaire du périmètre. Du périmètre de l'innovation. Je pense que ça pose pas grand problème pour les études qui sont itinérées. Mais pour tout ce qui est ex-post, elles sont majoritaires, ça va poser un certain problème. Guy a dit que cet aspect serait largement traité lors de l'école chercheur. Moi, je compte là-dessus, mais je doute qu'on puisse arriver à cette délimitation, parce qu'après il va y avoir un autre aspect qui a été pointé aussi de façon récurrente, c'est l'aspect acteur, l'aspect interaction avec les acteurs, surtout pour nous CIRAD, où on a des partenaires, où on peut rien faire tout seul, et non seulement des partenaires du développement, mais aussi des partenaires de recherche. Et est-ce que notre délimitation, a priori, ne va pas rencontrer l'opposition de certains acteurs dès le premier atelier ? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, Dominique nous a dit que les acteurs profitaient de l'occasion, si j'ose dire, pour interroger plus généralement quel est le rôle de la recherche, ou plutôt quel rôle elle n'a pas tenu ou elle devrait tenir, etc. Donc ça, c'est des choses quand même qui vont nous être renvoyées. Si on est honnête, on défriche, on se confronte au dire d'acteurs pour quand même la première fois, donc on risque d'avoir des... Voilà, donc ça, j'ai retenu ces aspects-là comme étant
intéressant. Sur les aspects quantification qu'a traité Pierre-Benoît Joly, donc je pense qu'on n'en est pas là. Il y a eu un débat sur les experts, parisiens, pas parisiens, bon bref. Je pense que nous, on n'est pas... Ah ça y est, je me suis accrochée. Bon, bon, voilà. Je pense que nous, on n'en est pas encore là, sauf si on a des données économiques bien précises. Et ce que j'ai surtout retenu de là, c'est que quand même ces indicateurs qu'on voudrait chiffrer, et ça me paraît indispensable, partent de descripteurs de terrain. Alors les descripteurs, ils sont multiformes, et ça sera vraiment, je pense, très très important quand nous serons sur nos terrains avec nos intervenants. Il me semble que pour avoir une chance d'avoir un indicateur qui tienne la route, il faut avoir une grande confiance dans nos descripteurs, donc faire attention aux acteurs, à la façon dont les données seront recueillies, etc. Voilà, bon, un peu ça c'était... Et Guy nous a présenté notre option méthodologique basée sur une conception tourbillonnaire de l'innovation. J'y reviens pas, avec quand même un exemple sur la recherche-action. Or, tous nos projets ne sont pas des projets de recherche-action, donc ça peut être beaucoup plus compliqué que sur cet exemple-là, hein, parce que la plupart des projets de BIOS, par exemple, n'intègrent absolument pas une recherche-action. Donc il va falloir aller la débusquer, cette action de la recherche. C'est pas évident. Il a reparlé du périmètre, un des objectifs de l'école chercheur, effectivement. Je ne sais pas si on va délimiter complètement, mais enfin, on va chercher les moyens de délimiter. Et voilà, c'est à peu près tout. Et oui, je voulais juste dire une dernière chose, c'est que nous sommes au CIRAD, il y a donc des spécificités qui sont des spécificités du Sud. Elles ont peut-être pas été très clairement dites, mais on peut aussi ouvrir une question là-dessus par rapport aux intervenants de l'INRA et de Suisse. Voilà. Donc en gros, trois trucs, les périmètres, les interactions entre acteurs, les spécificités du CIRAD. Oui, bonjour, Hubert Aumont, CIRAD. Moi, il y a quelque chose qui me gêne un peu quand même dans les présentations qui ont été faites, c'est que Dominique Barjol nous a bien dit, elle a répété, que les changements, c'était rarement unidirectionnel, et qu'il y avait souvent des controverses, et que dans les changements, il y avait probablement des gagnants, des perdants, et que toutes les innovations ne sont pas bonnes pour tout le monde dans l'absolu. Or, dans les diagrammes que vous présentez, au pire, c'est nul. Dans les diagrammes, ce n'est que positif ou nul. Au pire, c'est nul. Or, si on veut vraiment faire une culture de l'impact et une analyse de l'impact, à mon avis, il faut dépasser ce stade-là et prendre en compte éventuellement ce qu'il peut y avoir de négatif pour certaines catégories d'acteurs. Alors, ça peut être un choix politique de décider que, dans telle situation, on va privilégier cette solution-là parce que le plus grand nombre va en bénéficier, mais bien savoir qu'il y a des impacts négatifs. Enfin, méthodologiquement, il y a quelque chose qui me gêne un peu, et il faudrait réfléchir à comment on peut intégrer dans un diagramme le fait que sur certains indicateurs, on peut avoir des aspects négatifs. Henri Ogdet, de deuxième question, donc comment là c'était comment intégrer le négatif dans nos données. On regroupe moi, j'avais essayé de dire périmètre, acteur, spécificité du CIRAD comme proposition pour regroupement. Là, c'est hors sujet, mais c'est pas grave. Deuxième question. Et peut-être tu notes, s'il te plaît. Donc la clé de regroupement, je vais la faire sur ce que j'ai proposé a priori. Bon.
Alors, je ne sais pas si je suis là-dedans, mais bon, très vite. La première question, c'est qu'effectivement, moi aussi, je suis gênée par deux choses. La première, c'est qu'on a dit que le processus de recherche et d'innovation était tourbillonnaire et que finalement, le chemin de l'impact tel qu'on le voit, il est très linéaire. Donc voilà, on m'a dit d'être très rapide. La deuxième question, c'est qu'on a l'impression qu'on ne fait pas de lien entre impact de niveau 1 et impact de niveau 2. Et du coup, la notion de durabilité d'un impact n'est pas du tout appréhendée. On a coordonné avec Renaud Lancelot, qui est ici, une étude sur peste des petits ruminants. J'ai vu qu'on avait appréhendé ça en disant impact de niveau 1, baisse de la peste du petit ruminant. Simplement, on s'aperçoit que si ce n'est pas intériorisé, de la manière dont la recherche conduit ses activités sur le terrain, dépend l'intériorisation des méthodes de lutte, mais aussi des méthodes de surveillance et de prévention, et qu'on a vu que si, à long terme, peut réapparaître l'épidémie et de manière décuplée. Voilà. Donc ma question, c'est sur ces deux aspects méthodologiques. Merci. S'il y a d'autres questions sur les aspects tourbillonnaires, aller-retour, comment les intégrer et durabilité. Moi, en fait, au début, je me suis demandé pourquoi est-ce que vous distinguiez autant dans le projet Impresa. Il me semble qu'au CIRAD, vous mettiez un accent sur la distinction entre les impacts attendus et non attendus. Enfin, dans quel objectif vous faisiez cette distinction? Et en fait, que je me suis fait la réflexion que dans un objectif d'apprentissage, peut-être cette distinction, il faudrait peut-être mieux la faire. Enfin, elle pourrait être faite sur jusqu'où est-ce que l'INRA, le CIRAD a une prise dans les impacts, quoi. Jusqu'où est-ce qu'il intervient dans la généralisation des impacts, dans les impacts 1 et 2, etc., en termes d'apprentissage. Et puis après, je me suis dit que sur les notions de périmètre, peut-être distinguer les impacts attendus et non attendus, ça pouvait permettre de faire la frontière entre les impacts 1 et 2. En fait, la question du périmètre, nous, on ne se l'est pas posée à l'INRA parce que, pour nous, assez évidemment, enfin, on s'est moins posé parce qu'assez évidemment, le périmètre de l'impact 1, c'était le périmètre national, étant donné que les missions de l'INRA portaient sur la France, et que donc l'impact 2, pour nous, c'était une généralisation sur d'autres cibles. Enfin, je dirais, il y avait la généralisation en variété, mais la génération dans l'espace, c'était à l'étranger. Donc pour vous, la question au CIRAD est effectivement différente, et je me suis demandé si elle ne pouvait pas se baser un petit peu sur cette distinction entre impact attendu et non attendu. C'est une suggestion. Donc je ne sais pas qui c'est qui veut répondre aux questions liées à. Enfin, il me semble que ça se rejoint un petit peu, celle de Sophia, sur cette distinction entre impact, attendu, non attendu, niveau 1, niveau 2, qu'on propose de faire. Sur quoi elle est basée, est-ce qu'elle est constructive ou est-ce qu'elle risque de nous enfermer? Voilà, la question est posée. Moi, personnellement, je ne peux pas répondre. Rapidement, en tout cas. Je répondrai sur la partie l'innovation tourbillonnaire et le chemin de l'impact linéaire. Alors, oui, c'est une des critiques qui a été faite sur le chemin de l'impact, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des relations de causalité univoques. Hein. On passe des outputs aux outcomes, des outcomes à l'impact. Mais en fait, après, sur le chemin, on limite cet effet en disant qu'il y a des effets de rétroaction. Alors, c'est la flèche, elle devrait être beaucoup plus grosse. Mais en fait, dans la réalité, en particulier si on étudie sur des pas de temps longs, il y a une réelle rétroalimentation permanente avec des ajustements des objectifs des acteurs, des ajustements des actions des acteurs. Et donc, en fait, on n'a pas de processus linéaire, mais on va observer au cours du temps des événements qui font sens par rapport à ce récit de l'innovation. Donc oui, il ne faut pas prendre le schéma comme étant un schéma linéaire, mais il permet quand même d'expliciter un certain nombre, de mettre en évidence un certain nombre d'événements, un certain nombre de faits qui permet de raisonner cette contribution de la recherche à l'innovation. Je ne sais pas, peut-être après. Oui, toujours sur cette question de linéaire tourbillonnaire, en fait, deux observations. La première, c'est que le chemin d'impact, en fait,
distingue des phases qualitativement différentes, mais ne dit rien sur la série chronologique. Donc la chronologie, on la trouve dans la chronologie. Et donc on peut avoir une chronologie où on part effectivement de préoccupations d'acteurs, de rencontres, de demandes, etc. Et donc les choses peuvent circuler dans différents sens. Donc ça c'est le premier élément. Un deuxième élément, dans l'adaptation que nous avons faite dans le projet ASIRPA, en fait, on ne parle pas d'input, on parle de configuration productive. Et ces configurations productives, en fait, elles peuvent être extrêmement hétérogènes. Et vous pouvez avoir des acteurs qui sont donc des utilisateurs qui sont au début, qui sont etc. Et donc ça, c'est vraiment un élément fondamental. Et donc par rapport, en fait, au repérage des acteurs. Bon, vous avez vu avec l'exposé de Dominique que si vous suivez les interactions au niveau des briques élémentaires, vous ne vous en sortez pas. Enfin, c'est tout le problème des analyses de réseaux sociaux où, si vous voulez vraiment faire tout le travail tel que le prescrit la méthodologie, en fait, d'abord, c'est vraiment très consommateur en temps. Donc, nous, la contrainte ASIRPA, c'est en gros une étude de cas, il faut pouvoir la faire en 2 mois ingénieur. Donc, non, mais on a conçu dans la phase pilote quelque chose qui peut être réalisable en 2 mois ingénieur. Si vous faites des analyses systématiques de toutes les interactions, si vous mettez ça dans des matrices pour faire de l'analyse de réseaux sociaux, ça ne tient pas. Donc il faut, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le projet ASIRPA, il faut se doter de concepts qui permettent effectivement de prendre les interactions entre acteurs au niveau pertinent par rapport à la théorie du changement qui est mobilisée. Et c'est là, je n'ai pas eu le temps de le détailler, mais c'est là qu'on a fait beaucoup d'efforts méthodologiques dans ASIRPA, et le chemin d'impact qu'on utilise n'est pas celui qu'on trouve dans la littérature, c'est assez clair. Oui, il y avait d'autres questions sur la durabilité des impacts. Oui, à l'évidence, et c'est vrai que suivant le pas de temps que l'on prendra pour évaluer les impacts, on aura des résultats différents. Il faut se méfier énormément des études d'impact que l'on mène tout de suite après des projets ou peu de temps après des projets ou une série d'actions. On peut conclure à des impacts positifs et négatifs et analyser ces impacts 5 ans ou 10 ans plus tard et observer exactement l'inverse. Chacun a en tête des histoires où ce qui était négatif une année est devenu positif l'année suivante, ou inversement. Donc la durabilité des impacts, oui, elle est importante, et peut-être qu'on peut l'appréhender à travers ce changement d'échelle et l'impact de 2e niveau, où finalement on observe des phénomènes à une plus large échelle, et on peut et avec pas de temps plus long, et donc on peut espérer avoir une analyse plus fine. Mais il faut faire attention, et d'autant plus que l'on a, nous, des cas in itinere et des cas ex post. Les cas in itinere, on peut tomber dans cette difficulté évidente. Et c'est pour ça qu'on a parlé aussi des impacts attendus et non attendus. C'est en particulier pour toutes les études de cas in itinere sur lesquelles on va devoir, on imagine des impacts, on les imagine forcément positifs puisqu'on intervient. Mais on se les imagine personnellement ou collectivement positifs, mais on peut avoir des impacts non attendus, et c'est souvent les impacts négatifs qu'on n'attendait pas. Et donc c'est peut-être ça qu'il faut se donner, cette capacité à observer la gamme des impacts. Après, l'histoire du radar, les impacts sont toujours positifs, c'est qu'il faudrait qu'on affine la méthode. Théoriquement, la notation que l'on doit faire, que les acteurs doivent faire d'un indicateur, c'est par rapport à une situation de référence. Et c'est donc de savoir si on a évolué dans un sens ou dans un autre par rapport à la situation de référence. Et c'est ce que disait d'ailleurs Dominique en montrant le radar, c'est-à-dire que même en ayant une note 3 qu'on pourrait se dire elle est positive, en fait elle expliquait que c'est une régression par rapport à la situation de référence. Donc visuellement elle aurait pu être indiquée d'une autre manière et de manière négative. Donc le radar a cet inconvénient qu'effectivement il a tendance à, si on le lit rapidement, à faire croire qu'on n'a que des impacts positifs faibles,
ou fort, mais toujours positif. Alors qu'une lecture plus attentive montre que ce n'est pas toujours le cas. On arrête après. Hein, tu veux bien? Oui, en fait, sur le radar et sur cette question, effectivement, qui est une question à la fois méthodologique et stratégique. La question, c'est de savoir si on veut avoir une réduction des résultats concernant l'impact. Donc, on passe en gros, des études économétriques où on a un retour sur investissement. Donc, par rapport à ça, on ouvre un peu, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est multidimensionnel. Mais pour autant, en fait, c'est quelque chose qui est très, très réducteur. Donc, il faut voir quelle est la stratégie de la réduction. Et il y a toujours comment dire, on perd toujours quand on fait cette réduction. Et je pense que c'est complètement inévitable. Si on le fait, il faut que ce soit robuste. Nous, en fait, les réactions des premiers comités d'experts, d'évaluation des départements, quand ils ont vu les radars, ils ont dit « Ah ouais, c'est super ça ». Et ça sort d'où? Quelle est la méthodologie qui vous permet de mettre 1, 2, 3, 4, 5 Bon, et donc si on n'a pas une méthodologie robuste, il faut mieux pas mettre le radar.